Parole d'expert de ce jour vous envoie à la rencontre d'un consultant fiscaliste. Rodrigue Rustico, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va nous éclairer sur l'impact du paiement des impôts sur l'économie d'un pays. Bonjour Rodrigue Rustico. Bonjour monsieur le journaliste. Alors dites-nous, qu'entend-on par impôt? Alors déjà, quand on parle d'impôt, il faut comprendre par impôt un prélèvement pécuniaire forcé, et ceci sans contrepartie. Cela voudrait dire tout simplement qu'on ne peut pas payer de l'impôt avec un bien en nature, on ne peut que payer de l'impôt avec de l'espèce, de l'argent, de l'espèce sonnante et trébuchante, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, c'est sans contrepartie du moment où, en voulant payer l'impôt, vous ne savez pas a priori la destination de cet impôt-là. Parce que si vous devez savoir à quoi ça aurait dû servir, ce n'est plus alors un impôt, ça devient alors une taxe. Donc aujourd'hui, quand on parle d'impôt, vous devez comprendre que c'est un prélèvement pécunier. Pour tous ceux-là qui ont un revenu, vous devez alors faire face à cette obligation du paiement de l'impôt. Alors, quels sont les produits sur lesquels l'État peut prélever des impôts? Écoutez, l'État prélève les impôts chez tous les contribuables. Dès que vous avez 1 franc en termes de revenus, vous devez payer l'impôt approprié. Cela voudrait dire que vous prenez un contribuable tout simplement qu'un salarié, il va payer un impôt que nous appelons alors l'ITS. Vous prenez par exemple un propriétaire terrien, d'accord, il va payer un impôt que nous allons appeler l'impôt sur le foncier bâti ou le foncier non bâti. Vous prenez aujourd'hui une entreprise, elle va payer également un impôt que nous allons appeler peut-être l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur l'IBA ou la TPS, ainsi de suite, la TVA. Vous voyez, il y a autant d'impôts dès que vous menez une activité qui vous génère des revenus, vous devez alors payer des impôts. Donc ça devient alors une obligation pour vous de payer alors un impôt. Et vous comprenez avec moi qu'en payant l'impôt, a priori, on ne sait pas dans un premier temps à quoi c'est destiné, même si on sait que les impôts collectés servent à faire les dépenses publiques. Mais quelles dépenses publiques précisément, l'administration fiscale ne peut pas vous dire au début que c'est dans tel secteur d'activité que je vais mettre alors votre impôt. Donc c'est un devoir citoyen qu'il faut absolument encourager et convier les uns les autres à faire face alors à cette obligation-là. Pourquoi un citoyen doit-il nécessairement payer ses impôts? Si vous aimez votre pays, vous devez payer l'impôt. Vous savez, nous avons un budget, c'est vrai, c'est un français que tout le monde parle. Nous avons un budget qui est essentiellement fiscal parce que toutes nos recettes sont basées sur la fiscalité. Vous savez, la fiscalité, c'est cette discipline du droit-là qui s'applique au domaine fiscal par rapport à chaque pays. Et donc, en la matière, quand vous êtes un contribuable et que vous ne payez pas votre impôt, vous n'êtes pas un bon citoyen. Donc, le degré de citoyenneté du contribuable est mesuré en fonction du montant de l'impôt qu'il a dit aux impôts qu'il doit et qu'il a effectivement payé. Vous voyez, donc, une chose est de déclarer le niveau de son revenu, l'autre chose est de venir également payer. C'est deux obligations qui sont différentes. Donc, ne pas déclarer, c'est une infraction. Ne pas payer également, c'est une infraction. Donc, il faut absolument sensibiliser les gens pour qu'ils puissent comprendre que chaque contribuable doit pouvoir contribuer à la réalisation des infrastructures de base de son pays en payant les impôts. Si je prends le cas, avant de venir ici, vous êtes passé par les voies, avant de venir, parce que si l'État n'avait pas construit les routes, vous ne pouvez pas alors emprunter un chemin directement, vous venez vers moi. Donc c'est notre argent, c'est votre argent, c'est l'argent des contribuables lambda qui a servi alors à installer ces infrastructures sociales de base qui aujourd'hui ont commencé quand même par porter leurs fruits. Parce que vous savez, cela a des implications économiques. Lorsque vous avez deux routes qui mènent vers les sources de matières premières, et que c'est rapide. Vous pouvez avoir ces matières premières et le trajet, le coût du trajet devient alors moindre. Vous imaginez que vous devez aller dans une zone où la voie n'est pas du tout accessible, il n'y a pas du tout de voie. Dans ce cas, vous comprenez avec moi que le taximan n'est pas bête. Il va vous facturer le coût par rapport à l'état de dégradation de la voie.
Ce qui fait que le produit final revient alors plus cher pour le contribuable. Donc, vous voyez un peu l'intérêt de payer ces impôts. Ça permet de faciliter une cohésion sociale, une cohésion économique. Et chacun, aujourd'hui, se retrouve dans cette problématique de payer ses impôts à bonne date. Alors, le paiement, comment ça se passe? Est-ce à moi de décider? Est-ce au citoyen de décider combien il doit payer ou c'est à l'État de lui fixer un montant? Comment ça se passe? Alors, vous savez, aujourd'hui, la direction des impôts a fait un travail formidable. Là, il faut remercier le directeur des impôts par rapport à ça. Où aujourd'hui, on a tout fait pour rendre déclaratif pratiquement tous les impôts. C'est-à-dire, on ne demande plus à un contribuable de se rapprocher de la direction des impôts, de dire, bon, j'ai tel niveau de revenu, quel est le montant de l'impôt qu'il doit pouvoir payer. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers le sens contraire de cette politique-là, où aujourd'hui, désormais, vous-même, en étant sur votre ordinateur, sur votre Android, vous pouvez déjà alors savoir combien vous devez payer comme impôt. Pour n'importe quel type de revenu. Vous voyez, donc aujourd'hui, l'impôt est purement déclaratif. C'est-à-dire chacun se lève aujourd'hui, va sur la plateforme et déclare le niveau de son revenu et le système lui génère en même temps le montant de l'impôt à payer. Et vous pouvez aujourd'hui maintenant en même temps payer par virement à la banque. Et mieux, vous avez vu que la technologie est en train d'amorcer de manière à ce qu'aujourd'hui, il y a des impôts que vous pouvez payer bel et bien par MomoPay. Ou vous validez juste sur votre téléphone et vous avez payé le montant de l'impôt. Vous voyez donc, c'est chacun qui se lève, qui dit « je veux alors payer tel montant d'impôt ». Mais ne pas payer, ne pas se lever pour faire face à cette obligation implique quoi? Un contrôle de l'administration fiscale. Mais toi, tu as tel revenu, mais pourquoi tu n'es pas venu déclarer? Et dans ce cas, on assiste alors à une notification, à une rectification fiscale pour corriger un peu les déclarations que vous n'aviez pas eu à souscrire. Vous voyez un peu l'intérêt que cela a. Donc, aujourd'hui, payer l'impôt devient alors un réflexe spontané. Chaque contribuable, quand il a alors son revenu, il se lève, il paye son impôt et le problème est réglé. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça, l'intérêt qui est derrière alors cette problématique-là. Qu'est-ce qui se passe si un individu, un citoyen décide de ne pas payer ses impôts? Oui, comme on le dit, hein, on est barémé par rapport au Code général des impôts parce que tout ce que nous faisons en fiscalité est barémé, est normé, est standardisé. Et donc, lorsque vous ne payez pas à bonne date vos impôts, vous êtes passible des pénalités de majoration. Alors, ces pénalités de majoration varient, d'accord, de 10 à 80%. Vous voyez? Et donc, quand on vous voit dans une posture de fraudeur d'un cas, un récalcitrant fiscal, vous voyez, on vous frappe très dur par rapport à cela. Bon, lorsqu'on voit quand même que bon, celui-ci, ce n'est pas ignorance, il a fait. Vous voyez, on essaie de... Les taux de pénalité sont fonction, d'accord, du degré de gravité de l'incivisme fiscal. Vous voyez, et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Donc, il s'agit alors d'avoir un tableau de bord, de payer ses impôts à bonne date et d'éviter alors ces sanctions-là. Alors, là où vous allez voir, quand vous payez un impôt en retard, vous payez des pénalités, vous payez des majorations. Mais lorsque vous payez votre impôt à bonne date, c'est le paradoxe, il n'y a pas de remise, il n'y a pas de récompense. Mais l'impôt préfère quand même que vous puissiez venir faire face à cette obligation à bonne date. Alors pourquoi? Parce que l'administration des impôts a des objectifs en termes de mobilisation de ressources, a des délais pour pouvoir exécuter certaines dépenses, mais si les ressources ne sont pas disponibles, il y aura un retard alors sur le développement de l'adresse des impôts. Donc vous voyez avec moi que ces sanctions sont mises en place pour permettre à chaque contribuable de vite venir alors payer ses impôts à bonne date et de ne pas attendre forcément le dernier délai avant de venir payer sur ses impôts. Certains s'étonnent du redressement fiscal qui est fait par l'État. Que prévoit le Code général des impôts à ce propos? Je vous explique terre à terre. Pour faire allusion à la dernière élection passée où certaines personnes se sont vues recaler du fait qu'ils avaient des dettes fiscales. Ce n'est pas compliqué. Lorsque vous ne connaissez pas les tests, lorsque vous n'avez pas des acteurs qui vous éclairent par rapport à des prises de position, vous passez à côté de la plaque.
Je vous donne un exemple très simple. Vous avez peut-être un parking de véhicules qui ne marche plus, du moins ce que vous avez vendu à autrui. Mais ces parkings de véhicules, ces véhicules étaient dans la flotte de la direction des impôts. Vous devez payer normalement la TVM sur ces véhicules. Vous n'avez pas déclaré aux impôts que vous les aviez cédés. Mais l'impôt va considérer que le véhicule est toujours avec vous, va toujours vous faire le point de cette TVM, et le jour J, on va vous faire alors des rappels d'obligation par rapport à ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc les gens n'ont pas pu communiquer avec la direction des impôts pour dire tel véhicule, je ne l'ai plus avec moi. Tel véhicule, je l'ai vendu. Voilà les documents montrant la cession de ce véhicule-là. Et donc, j'ai lancé déjà les mutations. Donc, ces véhicules ne sont plus dans le patrimoine. Donc, ici, vous n'avez plus de revenus. Déclarez que vous n'avez plus de revenus. Si vous n'avez plus un bien, vous êtes en dépossession d'un bien, vous écrivez également à la direction des impôts pour dire que je ne suis plus alors propriétaire de tel bien. Sinon, à chaque fois qu'on va vouloir alors vous imposer, on va toujours vous imposer parce que l'administration fiscale n'est pas là pour savoir si vous avez vendu le bien ou pas. Mais elle est là pour vous imposer par rapport à ce type de bien, ou par rapport à ce type de revenu que vous avez. Donc, si les gens s'étonnent, c'est parce que tout simplement, il y a beaucoup de malcompréhension, absence de communication, absence de déclaration, d'accord, d'information aux impôts qu'on les impose. Et donc, il va falloir comprendre tout simplement que le code général des impôts, c'est en français facile que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut exploiter. Voilà un peu un exemple très simple que je vais prendre pour dire que l'impôt, ce n'est pas une arme, d'accord? Ce n'est pas une arme pour abattre quelqu'un, mais lorsque vous ne faites pas face à vos obligations fiscales, naturellement, le fisc va vous redresser, vous demander alors de venir alors corriger. En réalité, il faut comprendre, ce n'est pas, c'est pour ça qu'on dit redressement, c'est quand on voit redressement, on voit que le mot là est trop dur. Et aujourd'hui, on a compris qu'on est allé loin en disant que bon, on va pas parler de redressement, on va parler de rectification. Vous voyez, rectifier, ça veut dire que vous n'avez pas déclaré l'impôt juste et maintenant, moi, je veux rectifier l'erreur qui est dans la déclaration. Donc, aujourd'hui, maintenant, on parle de rectification, c'est plus souple. Et quand on entend rectification, on se dit, bon, ça veut dire que j'ai mal fait quelque chose et qu'on veut alors rectifier. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, le problème. C'est ça, il faut ancrer dans la psychologie alors de tous les contribuables pour qu'ils puissent comprendre que non, on est dans un pays où toutes nos ressources sont issues de la fiscalité. Il n'y a pas de raison qu'on laisse des niches, d'accord, sur le plan fiscal, être alors dilapidées pour ne pas alors recevoir des impôts. Donc, l'un dans l'autre, chacun doit pouvoir contribuer au développement de son pays en payant les impôts. Est-ce que les citoyens aujourd'hui sont informés de ces réalités de déclaration de biens qu'ils n'utilisent plus? Oui, vous savez, du moment où vous avez un bien et vous avez payé déjà un impôt pour la première fois sur ce bien, vous devez savoir que vous êtes déjà dans la base de données de l'agence des impôts. Donc, si le bien ne vous appartient plus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez normalement saisir encore l'administration. Vous passez par le même canal pour informer, pour dire, ben, je ne suis plus en possession. C'est comme également une entreprise. Vous créez une entreprise aujourd'hui et que vous dites, bon, comme je n'ai pas d'activité, je laisse tomber. Dans 2 ans, dès que je vais me retrouver un peu, une santé financière, je vais reprendre les activités. Alors, en le faisant ainsi, c'est un piège. Tout simplement parce que l'administration fiscale vous dit, mais écoutez, mais toi, tu es né il y a 2 ans. Tu étais où? Et tu as dit que je n'ai pas exercé, je n'avais pas du tout exercé. Non, nous ne fonctionnons pas comme ça. Il fallait nous informer que tu es né, certes, mais tu n'es pas prêt alors pour exercer. Et là, on va comprendre qu'effectivement, là, toi, tu ne fais pas partie alors de notre assiette en termes d'imposition. Même si on doit pouvoir enrôler les gens, toi, tu ne seras pas dedans. Mais ne pas communiquer avec la direction des impôts amène la DGI naturellement à vous envoyer des avis d'imposition. Et c'est ça qui s'agit. Donc, ça veut dire quoi? Que il faut quand même que ces séances de communication, de sensibilisation soient beaucoup plus fréquentes. Et d'ailleurs, vous savez, il faut remercier la direction des impôts qui fait un effort louable. À chaque arrivée d'une loi de finances, il y a une vulgarisation qui est faite un peu partout et on a des tutoriels que nous suivons sur les toiles, et un peu partout à la télé, à la radio. La sensibilisation, ça ne manque pas. D'accord? Mais la sensibilisation n'a pas encore touché le cœur de tous les contribuables. Il y a certains qui ont compris que cette sensibilisation-là va dans mon intérêt, il faut que. Mais d'autres se disent, bon, tant que je n'ai pas un agent des impôts derrière moi, je ne veux pas réagir. Vous
voyez, ça, il y a plusieurs types de contribuables. Ces contribuables-là existent et ils sont toujours avec nous. Donc, voilà un peu des choses que je peux vous dire par rapport à cette problématique. Alors, malgré les efforts du gouvernement, malgré tous ces efforts du gouvernement, les citoyens béninois sont toujours réticents à l'idée d'aller payer les impôts de leur propre chef. Ne pensez-vous pas qu'on peut changer, l'État peut changer de stratégie, peut-être de sensibilisation? Oui, j'estime que l'État a fait un grand travail. Le grand travail aujourd'hui, c'est la dématérialisation complète des procédures de paiement. Aujourd'hui, vous voulez payer un impôt, je l'ai déjà dit, si vous allez sur la plateforme, payer les impôts. Maintenant, le plus difficile boulot, c'est de savoir est-ce que ces acteurs peuvent maîtriser l'utilisation de la plateforme. Là, c'est un autre degré de sensibilisation qu'il faut faire pour permettre aux gens de comprendre un peu le fonctionnement de ces plateformes-là. Parce que vous savez, à l'ère de la technologie, aujourd'hui, très peu maîtrisent un peu ces outils-là, mais d'autres peuvent l'utiliser facilement. Donc, la sensibilisation ne manque pas. Si vous voyez toute la communication de la dernière des impôts, je pense que je prends même les canaux modernes de communication que nous avons aujourd'hui ont beaucoup aidé la DGI dans la communication. Aujourd'hui, quand vous avez une note de service qui est sortie à la dernière des impôts, aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas ça dans la journée, c'est que demain matin, vous l'aurez. Ça suppose qu'aujourd'hui, maintenant, là, on ne peut pas dire que l'arsenal juridique fiscal, là, que nous n'avons pas ça. C'est disponible. C'est pour ça que je dis il faut remercier le directeur des impôts pour cet effort-là. Je vous dis, quand ça sort aujourd'hui, si vous n'avez pas ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, au plus tard, demain, vous l'aurez. Maximum demain. Donc, l'information est là. Des contacts existent. Vous pouvez appeler les contacts aujourd'hui pour demander des informations complémentaires. Vous n'avez pas compris tel aspect, vous n'avez pas compris tel aspect. Est-ce qu'on peut vous expliquer telle chose? On a tellement de moyens aujourd'hui. Le reste, c'est que le contribuable doit être prêt dans la tête. Si le contribuable est prêt dans la tête, vous allez voir que ça va passer. Et s'il n'est pas prêt dans la tête, il ne pourra pas alors se lever lui-même, son propre chef, pour aller payer les impôts. Il va se dire, bon, je peux prendre cet argent-là pour faire telle chose d'abord. Quand j'aurai un peu de ressources supplémentaires, j'irai payer les impôts. Or, vous savez, je le dis sans me tromper, l'État est le premier actionnaire dans toutes les entreprises. Si vous voulez payer quelqu'un là, la première personne que vous devez payer même là, c'est l'État. C'est les impôts. Si vous ne payez pas les impôts, mais vous pouvez être bloqué pour le fonctionnement. Donc, il vaut mieux pour vous, quand vous créez une entreprise, de penser d'abord à l'État en premier avant de penser aux autres parties prenantes. Parce que l'État est un élément clé de développement de votre entreprise. Aujourd'hui, quand vous prenez n'importe quelle famille, au moins, il y a au moins un instruit. Il y a tout au moins quelqu'un qui a été à l'école, tout au moins qui a peut-être les aptitudes d'utiliser telle application. La seule personne là pourrait alors aider ce paysan-là. Ce paysan, il n'a qu'à alors expliquer ce qu'il fait, l'activité qu'il fait à ce jeune homme-là, mais à cet enfant-là, qui a la possibilité également d'aller sur la plateforme, de voir un peu le fonctionnement de la plateforme et de s'approprier et d'aller vers ceux-là qui connaissent déjà la plateforme et qui lui disent tout simplement, voilà comment on fait pour faire telle déclaration, et le jeu est réglé. Il n'y a rien de compliqué. On a rendu même la plateforme très simple, très sobre, que même celui-là qui n'est pas très instruit pourrait quand même l'exploiter. Ouais. Donc, il s'agit tout simplement de faire un effet d'apprentissage, d'aller vers ceux-là qui savent déjà faire la chose. Ils vont vous aider alors à implémenter. Et puis, au fur et à mesure, chacun est libre. Chacun va payer les impôts comme il peut. Et puis, la vie sera beaucoup plus facile. Quand vous ne maîtrisez... Les impôts ne sont pas des gendarmes. Les impôts, c'est des partenaires. Quand un impôt vient vers vous, vous devez prendre les impôts comme étant des partenaires. Discuter avec les agents des impôts pour que vous puissiez vraiment vous entendre. C'est fondamental. Mais quand vous fuyez, ça suppose quoi pour le fisc? Que vous cachez quelque chose. Mais quand vous attendez et l'agent de la direction des impôts vient vous écouter et vous exposez ce que vous faites, c'est qu'il est à l'écoute du contribuable. Et c'est une obligation pour lui d'écouter le contribuable. Donc, quand le contribuable fuit, il s'expose. C'est comme s'il refuse de donner des informations à la des impôts et on peut lui faire ce que nous appelons en fiscalité une taxation d'office. Sans pour autant du tout le consulter, on peut le tasser directement. Et là, ça lui revient plus cher que d'écouter et de s'exprimer également pour que les deux puissent avoir leur intérêt d'entente. Donc, vous voyez,
Il faut absolument que les contribuables apprennent cette culture-là pour dire un agent des impôts, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas un policier, il n'est pas là pour m'abattre, mais c'est un partenaire avec qui je dois pouvoir collaborer, échanger, m'entendre avec lui pour que nous puissions vraiment retenir quelque chose pour le bon fonctionnement de mon entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des conseils. Des gens qui vous orientent, qui vous disent ne faites pas ci, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et tant que vous n'avez pas, cette batterie de mesures autour de vous, vous allez toujours commettre des infractions, vous allez toujours commettre des fautes, des erreurs, et ces erreurs vont tomber sur vous. Et du coup, la conséquence, du coût fiscal très élevé pour les entreprises, ça a montré que c'est la fermeture qui suit. Parce que, n'oubliez pas, c'est un domaine très réglementé et bien cadré par un corpus juridique bien précis. Donc, il ne faut pas vraiment s'amuser avec. Alors, dites-nous, en tant que fiscaliste, en quoi les impôts contribuent-ils aujourd'hui à l'essor économique d'un pays? Ah oui, vous savez, en matière de développement, nous pouvons utiliser deux facteurs sur le plan économique pour agir sur l'économie. Il y a le facteur de multiplicateur fiscal et il y a aussi le facteur de dépenses publiques. C'est-à-dire, l'État peut décider de relancer l'économie à travers le facteur de multiplicateur fiscal. Cela suppose quoi? C'est un BIC que nous avons l'habitude d'acheter sur le terrain à 1 franc. L'État décide alors de diminuer la taxe. Vous voyez? L'État diminue un peu la taxe et permet alors à chacun d'aller acheter ce bien. Ça, c'est le premier facteur sur lequel l'État peut utiliser alors pour relancer une économie à court terme. L'État peut rapidement le faire. Vous voyez un peu l'effet. Ça va drainer tout le monde vers l'achat de ce bien-là. Tout le monde va courir derrière l'achat de ce bien-là parce que l'État a enlevé, a détaché cela. Alors, l'autre, c'est quoi? L'autre facteur, c'est le facteur de multiplicateur des dépenses publiques. Vous voyez que le Bénin est en chantier. Il y a beaucoup de Béninois qui travaillent sur les chantiers. Et ils perçoivent des revenus sur les chantiers. Ces revenus-là iront où? Sur le marché. Donc, rapidement, le marché également va recevoir également le coût, d'accord, de ces efforts, de ces agents-là sur le marché. Vous voyez, l'État peut alors facilement agir sur l'économie à court terme. Bon, pour agir sur l'économie à court terme, vous voyez ces deux options-là. L'économie est suffisamment claire, a été démontrée par A plus B, qu'avec ces deux leviers-là, l'État peut relancer l'économie tout simplement à court terme. Vous voyez, et c'est ça il s'agit. Et à long terme, c'est dans les investissements que l'État doit pouvoir alors opérer. Vous voyez tout simplement tout ce que nous avons engrangé au niveau de Glodigué, là, par exemple, c'est de l'investissement. Et là, les retombées, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour des années à venir. Et là, l'État va alors tirer beaucoup de profit par rapport à ça. Voilà un peu les quelques éléments sur lesquels on pourrait alors agir dans ce sens-là. Alors, la toute dernière question, que proposez-vous en tant que fiscaliste pour que le citoyen lambda sache désormais que le paiement de ses impôts est un devoir civique inévitable? Oui, ce que je voudrais proposer, c'est que nous sommes tous des citoyens béninois, nous vivons dans le même pays et nous voyons des dépenses publiques opérer. Avant de faire cette dépense publique-là, il faut des ressources. Ces ressources, nous devons mettre dans notre tête que c'est nous-mêmes qui contribuons à la mobilisation de ces ressources-là. Et c'est pour ça qu'il faut voir tout l'effort du gouvernement autour de la mobilisation des ressources. Ce qui fait que les gens traduisent cet effort à travers une oppression fiscale où on est derrière nous, on veut prendre des impôts. Mais si on ne prend pas les impôts chez les locaux, ce n'est pas chez les étrangers qu'on va prendre les impôts. Parce que du moment où nous travaillons en local, vous voyez, nous travaillons maintenant en local, c'est une bonne habitude que nous sommes en train d'avoir. Vous savez, un pays qui ne fait qu'importer n'est pas riche. Mais un pays qui exporte, ça veut dire que c'est une richesse qui est en train d'aller ailleurs. Mais aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a beaucoup de produits qui ont commencé par être labellisés sur le plan international, où on demande à ce qu'on pourrait désormais les exporter à l'extérieur. Ça suppose que nous avons alors des produits de qualité en interne. Et ces produits vont alors servir à satisfaire la demande locale et parvenir à satisfaire alors la demande extérieure. Et donc, là, on va rapatrier quoi? Des devises en interne au lieu d'en envoyer par le passé. Pour que notre balance commerciale ne soit pas déficitaire, c'est fondamental pour un pays. Donc, c'est dans ça qu'on aura beaucoup plus à engranger en termes de ressources et favoriser alors le développement. Donc, chacun doit faire son travail. Chacun doit s'assurer que oui, j'ai tel revenu, je vais payer l'impôt qu'il me faut. J'ai tel revenu, je vais payer l'impôt qu'il me faut. Donc, si quelqu'un
n'a pas l'information sur laquelle, voilà la manière par laquelle je dois payer d'impôts par rapport à telle prestation, qu'il demande à un professionnel du métier comment est-ce que je peux faire payer tel impôt. On va lui expliquer, il va payer ses impôts. Voilà ce que je dis, il faut que chaque contribuable soit fier d'avoir payé vraiment ses impôts. Et en payant ses impôts, il doit être fier qu'il est en train de contribuer au développement du pays, au développement de la nation, et que c'est le Bénin qui gagne. Par conséquent, c'est l'image du Bénin qui est vendue à l'extérieur, et c'est nous tous qui rêvons d'avoir un Bénin joyeux, un Bénin qu'on pourrait vendre d'accord, à des gens, même bien qu'en étant à l'extérieur, en voyant le Bénin, on dit, ah mais attention, ceux-là, ils investissent dans leur pays. Ça suppose tout simplement que nous ne créons pas une dépendance économique avec l'extérieur. Ça suppose que nous n'avons pas des partenaires techniques et financiers qui nous abondent avec des ressources et récupèrent encore une grande partie. Ça suppose que les ressources que nous mobilisons, c'est en interne. Et c'est notre force. Si on parvient un jour, si l'État béninois parvient un jour à mobiliser les ressources à 100% pour financer le budget de l'État, c'est que nous sommes sauvés. Ce jour-là, on serait sauvés. Mais tant que nous prenons peut-être 30%, 40% des PTF, vous voyez, il y a toujours une dépendance financière qui est là. Donc, on doit travailler et ce gouvernement fait ce travail-là parce qu'avant, c'était un fort taux de dépendance extérieure. Aujourd'hui, là, on a cassé considérablement ce taux-là pour se baser, pour se miser réellement sur nos propres richesses. Le plus important, c'est de protéger alors les hommes d'affaires béninois, les favoriser alors l'essor économique de leurs activités pour que ceux-là parviennent à payer les impôts, pour que l'État puisse trouver les moyens nécessaires pour investir. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à l'entretien. Merci. Merci.